Le but de cette vidéo est de vous faire comprendre la prise en charge des valvulopathies. Lorsque vous prenez votre livre, c'est beaucoup de pages, ça vous a l'air très compliqué, mais finalement c'est toujours un petit peu la même chose. Et une fois que vous avez compris les principaux messages de cette vidéo, finalement, l'acquisition des questions sera, je l'espère, beaucoup plus simple. On va commencer par un premier cas clinique. Un patient de 75 ans, hypertendu, vient vous voir pour une dyspnée d'effort qu'il cote NYHA3. Donc c'est pour les efforts de la vie quotidienne. À l'auscultation, vous avez un souffle de rétrécissement aortique de 6e, une auscultation pulmonaire normale, une absence de signe d'insuffisance cardiaque. L'ECG retrouve un rythme sinusal et une HVG, et vous faites une échographie cardiaque transthoracique qui retrouve une surface à 1,25 cm², un gradient moyen à 25 mm de mercure, une FEVG normale à 65%, une PAPS normale. Faut-il opérer ce patient de sa valvulopathie aortique? La réponse est non. Pour bien comprendre la prise en charge des valvulopathies, il faut bien comprendre la phrase que je vais vous dire maintenant. Pour qu'on puisse attribuer des symptômes à une valvulopathie, il faut que la valvulopathie soit sévère. Autrement dit, que le rétrécissement aortique soit serré, que le rétrécissement mitral soit serré, que l'insuffisance mitrale soit sévère, que l'insuffisance aortique soit sévère. C'est parce que la valvulopathie est sévère qu'elle peut expliquer les symptômes et qu'en opérant la valvulopathie, on améliorera à la fois les symptômes et également l'espérance de vie par la suite. Et donc ça, c'est le message fondamental de la prise en charge des valvulopathies. Chez ce patient, le rétrécissement aortique n'était pas serré, puisqu'il était à 1,25 cm². Vous savez qu'on définit un RAC serré à moins de 1 cm². Et donc, chez ce patient, vous aurez beau l'opérer, il sera toujours essoufflé par la suite. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si le RAC n'est pas serré, il n'explique pas les symptômes, et donc il faut chercher une autre cause. Est-ce qu'il est essoufflé parce qu'il a une pathologie pulmonaire, parce qu'il a fait une embolie pulmonaire, parce qu'il est obèse, parce qu'il est désadapté à l'effort, parce qu'il commence à vieillir et qu'à 70 ans, à un moment donné, il faut bien avoir en tête qu'on ne peut pas faire les mêmes efforts qu'à 60 ans. Et donc ça, c'est le message fondamental. Pour expliquer des symptômes, il faut que la valvulopathie soit sévère. A contrario, toutes les valvulopathies sévères ne sont pas symptomatiques. Finalement, l'évolution est très simple à comprendre. La valvulopathie, au départ, est non sévère et asymptomatique. Puis, par exemple, pour le RAC, la valve va se serrer et va devenir sévère. Au début, c'est bien toléré, le patient est asymptomatique. Donc, vous avez une valvulopathie sévère et asymptomatique. Et puis, au fil du temps, la valvulopathie va rester sévère, puisque les lésions vont s'aggraver avec le temps, et va devenir symptomatique. Et dans l'ensemble des valvulopathies, le fait d'avoir des symptômes qui apparaissent est un tournant évolutif qui doit faire, à ce moment-là, discuter la chirurgie. Une fois qu'on a compris ça, finalement, pour prendre en charge un patient avec une valvulopathie, il faut toujours passer par les mêmes étapes. La première, c'est l'auscultation qui oriente vers le diagnostic. La seconde, c'est l'ECG, la radiographie de thorax. Et la troisième, c'est l'échographie cardiaque. Comme vous pouvez le voir sur la slide, l'échographie cardiaque transthoracique a un rôle primordial dans la description de la valvulopathie puisqu'elle pose le diagnostic. Vous allez avoir sur le site plusieurs vidéos décrivant les valvulopathies, qu'elle décrit le mécanisme de la valvulopathie. Est-ce qu'il y a une rupture de cordage dans l'IM, une dilatation de l'aorte ascendante dans l'IA, une bicuspidie dans le RAC, qui va bien sûr quantifier la valvulopathie pour répondre à la principale question, est-elle sévère, oui ou non, qui va étudier le retentissement de la valvulopathie, le plus souvent sur le ventricule gauche, parfois sur l'oreillette gauche pour les valvulopathies mitrales. On recherchera également une HTAP et qui va dépister des lésions associées, notamment une atteinte polyvalvulaire ou une dilatation de l'aorte ascendante en cas d'insuffisance aortique. Je vous ai remis sur la diapositive les critères de sévérité qu'il faut connaître dans l'IA, l'IM et le rétrécissement aortique. La seconde étape est de savoir si le patient est symptomatique ou asymptomatique. Et en cardiologie, c'est simple. Les symptômes, il y en a 4, la dyspnée, l'angor, l'hypothymie ou syncope, et éventuellement vous dépistez aussi des palpitations à la recherche d'une éventuelle FA paroxystique dans les valvulopathies mitrales.
En cas de valvulopathie sévère asymptomatique, il faut rechercher un retentissement de la valvulopathie, soit sur le ventricule gauche, soit sur l'oreillette gauche pour la valvulopathie mitrale, soit via l'existence d'une HTAP. Et donc, pour chaque valvulopathie sévère asymptomatique, il y a des critères précis à rechercher qui vous feront dire que la valvulopathie est évoluée et qu'il faut alors, à ce moment-là, proposer une intervention chirurgicale. On va voir ensemble les différents items. Dans l'insuffisance aortique, il faut rechercher soit une dysfonction ventriculaire gauche avec une FE à 50%, soit une dilatation du VG à plus de 70 mm pour le diamètre télédiastolique ou diamètre télésystolique supérieur à 50 mm. Dans l'insuffisance aortique, il est fondamental de rechercher une dilatation de l'aorte ascendante qui, lorsqu'elle atteint les critères, doit faire discuter une intervention de Bentall qui associera un remplacement de la valve aortique et un remplacement de l'aorte ascendante. Dans l'insuffisance mitrale, il faut également rechercher tout d'abord un retentissement sur le VG qui sera une dilatation du VG avec un diamètre télésystolique supérieur à 45 mm ou une FEVG à moins de 60%. L'existence d'une HTAP ou d'une FA récente est également un critère à retenir. Dans le rétrécissement aortique, il y a deux choses fondamentales à voir. La première, c'est l'existence ou non d'une dysfonction ventriculaire gauche qui, si la FEVG est à moins de 50%, doit vous imposer une chirurgie si c'est un patient qui a un RAC serré asymptomatique. L'autre chose qui est extrêmement importante à comprendre, c'est que ces patients qui ont des RAC serrés asymptomatiques sont souvent asymptomatiques parce qu'ils sont âgés. Le RAC est une pathologie du sujet âgé et qu'à la maison, ils ne font pas beaucoup d'efforts. Et donc, comme ils font peu d'efforts, ils ne se rendent pas compte de leurs symptômes. Et donc, chez ces patients qui ont un RAC serré asymptomatique, il faut absolument leur proposer un test d'effort. Je vous rappelle que l'épreuve d'effort est formellement contre-indiquée dans le RAC serré symptomatique parce qu'il y a le risque de provoquer une ischémie des troubles du rythme ventriculaire, mais qu'elle est indiquée dans le RAC serré asymptomatique pour voir si le patient est vraiment asymptomatique. Et donc, qu'est-ce qu'on va regarder lors de cette épreuve d'effort ? D'abord, le niveau d'effort que le patient va pouvoir générer. Est-ce qu'il a des symptômes qui apparaissent ou non à l'effort ? Est-ce qu'il a une chute de tension ou est-ce qu'il a une arythmie ventriculaire ? S'il a un de ces trois critères, à ce moment-là, il faudra proposer une chirurgie de remplacement valvulaire aortique. Si en revanche, le patient a un RAC serré asymptomatique avec une épreuve d'effort normale et rassurante, on peut le surveiller tous les 6 mois ou, chose importante, lui dire de venir reconsulter rapidement en cas d'apparition de symptômes, car à ce moment-là, la chirurgie s'imposera. Une fois qu'on a déterminé que la valvulopathie était sévère, symptomatique ou asymptomatique avec des signes de sévérité et qu'une indication opératoire a été retenue, il faut envisager un bilan préopératoire. Et le bilan préopératoire, finalement, il est très simple. Il y a 3 zéros. Le premier zéro, c'est 1, la coronarographie, si le patient a plus d'un facteur de risque cardiovasculaire. Pourquoi ? Parce que ces pathologies surviennent très souvent chez les sujets âgés qui sont souvent coronariens. Et si on trouve des lésions coronariennes, il faudra à ce moment-là réaliser des pontages en même temps que l'intervention chirurgicale sur la valve. Le deuxième, c'est l'échodoppler des TSA, en dehors de toute urgence absolue, bien entendu, type endocardite avec OAP massif. On fera toujours un doppler des TSA. Pourquoi ? Parce que au cours de la mise en route d'une circulation extracorporelle, il y a un risque de bas débit cérébral et d'AVC. Et donc, lorsqu'on dépiste une sténose serrée de la carotide interne avant la chirurgie, on peut être amené à d'abord opérer la carotide avant de faire la chirurgie cardiaque sous CEC. Le troisième, c'est qu'il s'agit d'une chirurgie valvulaire. Et donc, le troisième zéro est la nécessité absolue d'éliminer des foyers ORL ou stomatologiques infectieux avant de poser une prothèse biologique, mécanique ou de réaliser une plastie valvulaire. Les autres examens, ce sont les EFR, la consultation anesthésie ou le bilan prétransfusionnel et des examens spécifiques à chaque valvulopathie. Un scanner aortique avant TAVI par exemple, un scanner ou une IRM de l'aorte ascendante en cas de dilatation de l'aorte ascendante au cours d'une insuffisance aortique et des examens ciblés si besoin. Une fois que le bilan préopératoire a été réalisé avec les 3 zéros que je rappelle, la coronarographie, l'échodoppler des TSA et la recherche de foyers infectieux ORL et stomatologiques, à ce moment-là, il faut voir les comorbidités du patient et discuter avec le patient et sa famille en fonction du risque opératoire. Ce risque opératoire étant estimé à la fois par le sens clinique du médecin
et parfois aidé par l'utilisation de scores de risque en chirurgie cardiaque. Mais un score ne va pas décider d'une intervention chirurgicale pour un patient donné. De manière assez consensuelle, lorsque le risque opératoire n'est pas prohibitif, il faut toujours privilégier la chirurgie chirurgicale. En cas de rétrécissement aortique, on parlera de remplacement valvulaire aortique par bioprothèse ou par valve mécanique. En cas d'insuffisance aortique sévère, on opte le plus souvent pour un remplacement de la valve aortique, même si dans certains cas, on peut faire une plastie de la valve aortique, mais retenez le remplacement de la valve aortique avec le plus souvent un geste sur l'aorte ascendante, si l'aorte ascendante est dilatée. En cas d'insuffisance mitrale, on privilégie toujours la réalisation d'une plastie, c'est-à-dire d'une réparation de la valve. Et en cas d'échec de réparation, on fera à ce moment-là un remplacement de la valve mitrale par une prothèse biologique ou une prothèse mécanique. Avec le vieillissement de la population, nous avons de plus en plus de patients qui nous sont adressés avec des valvulopathies extrêmement sévères et des comorbidités extrêmement lourdes. Ils ont parfois plus de 85-90 ans, l'insuffisance rénale, une dysfonction ventriculaire gauche. Et chez ces patients-là, notamment dans le rétrécissement aortique, il y a une alternative qui s'appelle le TAVI. En anglais, c'est Transcatheter Aortic Valve Implantation, ou l'implantation d'une valve aortique par voie percutanée, qui est une technique inventée par un Français, le professeur Cribier, qui consiste à piquer au niveau de l'artère fémorale pour remonter un guide et une prothèse dans la valve aortique et d'éclater la valve aortique en mettant une prothèse valvée à l'intérieur, qui est une prothèse biologique. Et donc cette intervention est à proposer aux patients qui ont un RAC serré symptomatique à très haut risque opératoire après une discussion médico-chirurgicale et avec la famille, car il faut bien préciser à la famille qu'il ne s'agit pas d'une intervention light et que cette intervention aussi a des risques. Et dans les études, il y a quasiment autant de risques de mortalité que la chirurgie cardiaque. En résumé, comment décrire une valvulopathie à l'IECN dans votre stage en cardiologie avec vos chefs de clinique ou vos internes ou dans votre future pratique? Toujours la même chose. D'abord la valvulopathie, RAC, IM, IA. La sévérité, est-ce qu'elle est sévère, minime, modérée? Est-ce qu'elle est symptomatique ou asymptomatique? Et le mécanisme. IM sévère, asymptomatique, avec retentissement VG, par prolapsus de la grande valve mitrale sur rupture de cordage. RAC serré symptomatique sur bicuspidie aortique. Pour voir si vous avez bien compris, deux petits tests pour voir si finalement la pédagogie de cette vidéo a servi à quelque chose. Patient de 70 ans, hypertendu, qui vient pour une dyspnée d'effort, il est essoufflé, il a un souffle d'IA 2/6. À l'écho, l'IA est modéré, le VG est non dilaté. Est-ce qu'il faut opérer le patient de sa valvulopathie aortique? La réponse est non. La fuite aortique est modérée. Si elle est modérée, elle ne peut pas expliquer des symptômes. De plus, le ventricule gauche n'est pas dilaté, ce qui confirme que la fuite aortique est modérée. Et donc, ce patient n'est pas essoufflé à cause de sa valve aortique. Il faut chercher autre chose. Un patient de 70 ans, le même, qui est essoufflé et destiné d'effort à une RHA3, qui a un souffle d'IM 3/6. Le CG est en sinusale, il a une IM sévère, par rupture de cordage, avec un VG modérément dilaté, une FEVG à 65%, une PAPS normale. Ce patient présente une IM sévère symptomatique. L'IM est sévère, elle peut donc expliquer les symptômes. Il faudra donc proposer une intervention chirurgicale à type de plastie mitrale. Et le ventricule gauche est modérément dilaté, très probablement parce que l'insuffisance mitrale est récente, liée à la rupture de cordage. Je vous remercie.